Alors, du coup, pour cette partie, je vais vous parler plus précisément des fourrages. Donc, on va vraiment s'axer sur cette présentation sur la partie fourrage, moins la partie concentrée, pour vraiment mettre en avant, du coup, l'importance de ces matières premières. Alors, juste pour me présenter rapidement, donc, je travaille en tant que nutritionniste équin indépendant. Je suis ingénieure en agronomie de formation. Et en fait, j'accompagne au quotidien des particuliers et des professionnels pour mettre en place une alimentation adaptée pour leurs chevaux. Et donc, forcément, le fourrage est toujours le premier point qu'on va aller vérifier. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il prend une importance à ce point dans l'alimentation. Alors, déjà, il faut voir que notre cheval d'aujourd'hui, il est issu d'une longue évolution, une évolution d'à peu près 55 millions d'années, si on se base sur l'Hyracotherium que vous avez ici à gauche, qui est ce qu'on considère comme le premier ancêtre de notre cheval moderne. Donc, il y a eu 55 millions d'années d'évolution, seulement 6 000 ans de domestication, qui ont amené notre cheval d'aujourd'hui à être complètement spécialisé pour une alimentation à base de fourrage. C'est-à-dire qu'il a mis en place tous ces systèmes pour pouvoir tirer la meilleure partie des fourrages qu'il consomme. Donc, on peut citer par exemple les dents, donc les dents qui vont avoir une pousse plutôt continue. Donc, on a une réserve dans la gencive et l'usure de la mastication des fourrages va être compensée. Et le cheval a besoin de fourrage pour avoir une usure normale de ses tapes dentaires. On peut parler aussi du temps d'alimentation. Le cheval va s'alimenter quasiment en continu afin de lui permettre de récupérer des quantités de matière assez importantes pour répondre à ses besoins. Et enfin, bien sûr, c'est obligatoire d'aller citer le système digestif, et plutôt le système digestif postérieur au niveau du gros intestin, avec le cécum et le côlon, qui sont des grandes chambres de fermentation. C'est le lieu de vie du microbiote intestinal, et ce microbiote intestinal va permettre la dégradation des glucides de structure, donc ce qu'on va appeler les fibres alimentaires, que sont par exemple la cellulose et l'hémicellulose. Il faut voir que c'est parce que le cheval a mis en place cette relation symbiotique entre son microbiote et l'individu cheval qu'il a pu arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Sans microbiote, le cheval ne peut pas digérer les fourrages, les fibres, et donc il n'aurait pas pu arriver jusqu'à nous. Donc on est vraiment sur un individu spécialisé pour manger et digérer des fourrages. Donc Charlotte vous en a déjà parlé, au niveau du budgétant, on voit bien que l'alimentation représente le poste sur lequel le cheval va accorder le plus de temps. C'est l'activité qu'il va le plus pratiquer au cours de sa vie, puisque c'est plus de 60% de son temps qui est alloué à l'alimentation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit en mode de vie en conditions libres ou en mode d'hébergement plus clos, type paddock box, quel que soit ce mode d'hébergement, le temps que va passer le cheval à s'alimenter n'est pas modifié. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très stable dans son comportement. Il a besoin de passer beaucoup de temps à s'alimenter. Il a besoin d'avoir cette activité comme première activité dans sa vie. Donc, c'est un herbivore qu'on dit monogastrique, puisqu'il n'a qu'une seule poche à son estomac, il ne rumine pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la flore digestive va vraiment assurer la digestion de tout ce qui va être cellulose, hémicellulose. Donc, on est vraiment à la fois sur le comportement et sur le système digestif, les deux sont bien sûr complètement liés, sur le fait d'aller avoir une prise alimentaire quasiment en continu. Le cheval fonctionne pour avoir une prise alimentaire qui ne s'interrompt quasiment jamais. On peut citer par exemple le fait que de la mastication dépend la production de salive. La production de salive va être alcaline et va venir permettre de tamponner l'acidité gastrique, puisque je vous rappelle que le cheval a des sécrétions d'acide chlorhydrique en continu. Donc, il a vraiment besoin de s'alimenter en continu pour avoir la salive qui va venir faire cet effet tampon et limiter du coup les problématiques digestives au niveau de l'estomac. Donc, un cheval en conditions libres ne reste jamais plus de 3h30 environ sans s'alimenter. Et généralement, les pauses entre deux repas n'excèdent pas 2 heures dans la majorité des cas. Donc, ça va être vraiment important pour lui d'avoir une alimentation quasi continue. Et si on continue plus loin dans le tractus digestif, on sait que pour le bon fonctionnement de l'intestin grêle, le fait d'avoir des fibres va permettre d'augmenter la motilité, donc le déplacement du digestat, et au niveau du gros intestin, notamment dans le cécum et dans le côlon,
l'ensemble des micro-organismes ont besoin d'avoir un substrat de façon continue. C'est-à-dire que les micro-organismes vont mourir très vite s'ils n'ont pas de substrat à dégrader. Donc vraiment, tout le cheval est fait pour pouvoir s'alimenter à base de fourrage quasiment en continu. Et donc, ce qu'on oublie un petit peu parfois, c'est que c'est vraiment chaque cheval qui a besoin de consommer du fourrage, quel que soit son âge, son activité, son hébergement, son poids, etc. Même si on a un cheval de haut niveau, un cheval de sport, le fourrage reste la première matière première à intégrer à l'alimentation. Donc, vous pouvez vraiment raisonner l'alimentation comme une pyramide avec au niveau du socle, donc le socle qui ne peut pas être bougé sous peine de faire effondrer l'ensemble de la pyramide, les fourrages. Au niveau des fourrages, on va parler de l'herbe, du foin, de l'enrubané et même parfois d'ensilage en fonction des pays. Certains pays fonctionnent plus avec de l'ensilage. Et c'est en fait uniquement quand on aura ce socle bien installé qu'on pourra s'intéresser au reste de l'alimentation, donc les concentrés et l'aliment minéral vitaminé si nécessaire. Donc, le concentré n'est pas obligatoire dans l'alimentation du cheval, comme on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc vraiment bien retenir que effectivement les fourrages sont une matière première essentielle pour tous les chevaux, indépendamment de l'âge, donc même pour les poulains, même pour les chevaux âgés, indépendamment de l'activité, donc même les chevaux de sport, indépendamment de l'hébergement et du poids aussi. On reparlera aussi de l'aspect régime un petit peu plus tard. Donc on sait aujourd'hui qu'on peut avoir des décalages entre les besoins comportementaux, donc le comportement alimentaire du cheval qui est de manger quasiment en continu, les besoins physiologiques, le fonctionnement de sa digestion et les pratiques d'alimentation. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on sait sur l'individu cheval, on peut avoir des pratiques alimentaires qui sont un petit peu en décalage. Et on va voir que ces décalages vont avoir des impacts à la fois sur le comportement et sur la santé. Au niveau du comportement, Claire vous en a parlé, on va voir tout ce qui va être les stéréotypies ou tics. Donc, par rapport au fourrage, donc, il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, un apport en fourrage réduit le risque pour le cheval de développer des stéréotypies. C'est-à-dire que plus on va avoir un apport de fourrage adapté par rapport aux besoins du cheval, et moins le risque pour le cheval de développer des stéréotypies va être important. Et donc, vous avez notamment une étude de 2016 qui montrait qu'un apport adapté de fourrage était le paramètre de gestion le plus important dans la prévention des comportements stéréotypiques. Donc, pour citer certains comportements, on peut parler du tic à l'air, du tic à l'appui, de la langue serpentine, du cheval qui casse la noisette, etc. Tous les comportements un petit peu de bouche peuvent être fortement reliés avec l'alimentation, en tout cas avec des manques au niveau de la satisfaction des besoins alimentaires. Au niveau des comportements un petit peu déviés qui peuvent poser problème, qui peuvent arriver quand l'alimentation n'est pas adaptée par rapport au cheval, on va retrouver le pica. Donc, le pica, en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire qui va être caractérisé par l'ingestion durable de substances non nutritives et non comestibles. Donc, c'est par exemple le cas de ce petit âne qui a une porte en bois, donc du bois mort qui a été traité, donc qui n'a pas de valeur nutritive, et il va la grignoter finalement pour aller rechercher de la matière fibreuse. Donc, la lignophagie est un comportement normal chez les équidés. Les équidés vont aussi aller manger des écorces sur les arbres, mais par contre, en excès et surtout sur du bois mort et traité, là, ça montre vraiment un décalage entre les besoins alimentaires du cheval et les pratiques d'alimentation. Tout ce qui va être aussi coprophagie, le fait de manger les crottins, ou géophagie, le fait de manger du sol en excès, du sable, de l'argile, etc. Tous ces éléments-là peuvent être liés avec des décalages par rapport aux besoins fondamentaux. Et d'ailleurs, par rapport à une étude, on a remarqué que les comportements de coprophagie chez des chevaux au box étaient diminués quand on augmentait les quantités de fourrage. Donc on voit bien l'impact de l'alimentation, de la quantité de fourrage sur un comportement entre guillemets aberrant. En fait, c'est un comportement que le cheval va mettre en place pour combler le manque de fourrage. Donc, c'est ce qui est décrit sur cette diapo-là. On va considérer ces comportements des fois comme anormaux, voire aberrants, mais en fait, ils reflètent simplement la grande motivation du cheval à essayer de continuer à s'alimenter entre les périodes de repas proposées à l'écurie. Puisque pour lui, ça ne fait pas partie de ses habitudes, entre guillemets, de son comportement alimentaire, d'avoir des grandes pauses sans s'alimenter. Et ça va même être problématique
au niveau de son système digestif, comme on va le voir après. Je voulais rapidement vous citer une étude de 2011 donc, qui a été réalisée avec des poneys obèses pour voir un petit peu les effets du régime. Donc, ils avaient une ration extrêmement limitée en fourrage pour favoriser la perte de poids. Par contre, ce qui est apparu pendant cette étude, c'est que 5 des 12 poneys testés ont finalement commencé à consommer de façon assez significative des copeaux de bois. Donc, des copeaux de bois qui étaient présents dans leur litière puisqu'ils n'avaient pas de paille à disposition. Et en fait, on s'est rendu compte que pour ces 5 poneys, ils allaient vraiment en fait chercher à étaler, à allonger leur temps d'alimentation en consommant ces copeaux. Donc, on voit bien que le comportement alimentaire est un comportement très fortement motivé et que les chevaux vont généralement chercher à rééquilibrer leur temps d'alimentation. C'est quelque chose que vous pouvez observer aussi sur des chevaux qui sont au paddock sans source alimentaire. Vous les verrez très souvent aller chercher le petit brin d'herbe qui traîne dans le coin du paddock ou même sous la clôture. Et je vous invite à faire très attention, notamment dans certaines écuries dans le sud. On voit encore beaucoup des lauriers roses qui bordent les paddocks et qui peuvent être à portée de bouche de cheval. Et on a encore des cas d'intoxication qui arrivent parce que le cheval va être plus motivé à manger que réfréné par le goût assez mauvais du laurier rose. Et donc, on peut avoir des cas d'intoxication dans ces cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on sait encore sur l'impact du fourrage? Donc, une autre étude de 2004 nous a montré qu'avec des quantités de fourrage adaptées, on avait des chevaux plus calmes et moins agressifs lors des repas. En pratique, quand on va aller mettre en place des modifications alimentaires dans des écuries, c'est-à-dire quand on va aller chercher à modifier un petit peu les pratiques en place en mettant plus de fourrage, en étalant les temps de consommation avec par exemple des systèmes de slow feeder, etc., on retrouve notamment moins de vocalisation chez les entiers. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gérants d'écuries et de propriétaires de chevaux ont ramené sur des écuries avec des entiers. On a vraiment moins de vocalisation. Et pour les ongres et les juments, on retrouve des chevaux plus calmes au box et au paddock, plus calmes dans les manipulations. Et certains cavaliers ont aussi mentionné le fait que leurs chevaux étaient plus attentifs dans le travail, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient la même énergie qu'auparavant, mais mieux orientée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revenait souvent, c'est d'avoir une énergie mieux orientée. Et ce qui est ressorti aussi, c'était qu'ils avaient l'impression d'avoir des chevaux plus positifs avec eux et avec l'ensemble des personnes qui travaillaient sur les écuries. Et c'est notamment ce qui est ressorti d'une étude de l'équipe de Martine Osberger qui s'est intéressée au système de slow feeder et du coup d'allongement des temps d'alimentation. On se rendait aussi compte dans cette étude que les chevaux avaient des comportements plus positifs avec les humains. Donc là, on s'est intéressé plus particulièrement au décalage entre mode d'alimentation et besoins fondamentaux. On s'est intéressé au décalage par rapport au comportement. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus sur la partie santé et du coup système digestif. Donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il faut voir que chaque segment digestif a besoin de fibres pour fonctionner. La table dentaire a besoin de fibres pour être usée correctement. Le cheval ne salive que s'il mastique. Donc, s'il mastique des fourrages, il salive. Ça permet de tamponner l'acidité gastrique. On a besoin de fibres, du coup, pour assurer une bonne motilité au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin. Et toute la microflore du gros intestin a besoin aussi de substrats pour fonctionner. Donc, vraiment, retenez bien que chaque segment a besoin de fibres pour fonctionner. Et si on va plus loin, si on regarde deux pathologies classiques en écurie, les coliques et les ulcères gastriques, on retrouve qu'effectivement, les fourrages et plus globalement l'alimentation sont très impliqués dans ces deux pathologies. Pour les coliques, l'alimentation est clairement un facteur de risque. On sait qu'on a un risque plus important en cas de consommation de concentré et généralement, plus les chevaux consomment de concentré et moins on consomme de fourrage. Donc, le fait d'avoir vraiment du fourrage à disposition va prévenir les risques de coliques et le fait d'être au pré, donc d'avoir de la fibre en continu, va aussi être un facteur préventif des coliques. J'attire votre attention sur le fait que chez certains chevaux sensibles, on peut aussi avoir des coliques avec du fourrage à volonté et notamment les périodes un peu plus entre guillemets critiques vont être lors d'un changement de foin. Donc, c'est-à-dire que, imaginons par exemple que vous soyez sur la région parisienne et que vous fassiez venir un foin de Normandie puis un foin de l'Est, ça sera par exemple intéressant de faire une transition entre ces deux fourrages pour éviter les risques de coliques qui peuvent arriver chez certains chevaux très sensibles.
Les ulcères gastriques, alors l'ulcère gastrique, c'est une pathologie multifactorielle, mais l'alimentation peut avoir un impact sur ces problématiques d'ulcères. On sait que le fait d'avoir peu ou pas de foin va être un facteur aggravant pour les ulcères, et le fait d'avoir de façon répétée 6 heures entre 2 repas va aussi augmenter les risques d'ulcères. Il faut voir qu'on maintenant, on conseille de ne pas avoir des temps qui excèdent 4 heures sans que le cheval ait la possibilité de s'alimenter. Donc 4 heures grand maximum. Et si on veut vraiment respecter complètement la physiologie digestive, il ne faudrait pas excéder entre 2 à 3 heures sans fourrage. Et donc, ce qu'on peut voir sur différentes études qui sont intéressées notamment à la consommation de fourrage pendant la nuit, c'est que certains chevaux sur copeaux ont toutes les nuits environ 9 heures sans la possibilité de s'alimenter. Donc là, 9 heures, on est sur un temps très long qui dépasse largement nos 2 heures idéales et nos 6 heures conseillées dans cette étude de 2009. Donc vraiment, il faut bien prendre en compte le fait que l'alimentation, c'est en continu le jour, mais également la nuit, puisque bien sûr, le cheval mange aussi pendant la nuit. Donc il faut aussi qu'il ait à ce moment-là des fibres alimentaires à sa disposition. Alors, Claire, vous en avez déjà parlé. Je voulais revenir un petit peu sur la notion de performance. Donc, en fait, si on regarde l'aspect performance, alors qu'on parle de la performance d'un cheval de sport ou d'un cheval de loisir qui va aller faire 6 jours de randonnée, par exemple, la performance, elle va être conditionnée par 3 éléments. La génétique, l'entraînement et l'alimentation. On sait, comme pour les athlètes humains, que le cheval a des besoins nutritifs spécifiques au niveau de ses besoins comportementaux, physiologiques et nutritionnels. Les 3 vont toujours ensemble. Si l'alimentation n'est pas bien gérée, on sait finalement que les 2 composantes, donc l'entraînement et la génétique, ne pourront pas exprimer leur plein potentiel. Pourquoi? Puisque, en fait, la force d'une chaîne va dépendre de son maillon le plus faible. Et si vous vous retrouvez avec l'alimentation en maillon le plus faible, eh bien, le cheval ne pourra jamais exprimer ses pleines capacités. Donc, on sait que des déséquilibres alimentaires peuvent entraîner une faiblesse du cheval et impacter négativement sur sa performance. Pour vous citer un exemple concret, vous prenez un athlète humain qui a des douleurs un petit peu sourdes. Ce n'est pas énorme, mais ça le travaille toujours un petit peu. Vous pouvez être certain que des douleurs sourdes demandées au tennisman, ça rend très, très compliqué la performance et ça rend très compliqué le fait de s'investir complètement mentalement dans sa performance. On peut complètement faire un parallèle avec un cheval qui aurait des douleurs sourdes au niveau de l'estomac ou du gros intestin, au niveau du cécum ou du côlon, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et par rapport à l'anatomie digestive du cheval, quand vous allez mettre vos jambes, quand vous allez demander une incurvation, quand vous allez demander au cheval de venir sous lui et de s'engager ou sauter des obstacles, clairement, vous allez lui demander de contracter son système digestif. Et forcément, s'il y a une douleur à ce niveau-là, ce sera plus compliqué. Donc, la performance peut être impactée à la fois par des déséquilibres alimentaires au niveau purement nutritionnel, l'équilibre énergie, protéines, minéraux, vitamines, mais aussi des déséquilibres liés par exemple à un manque de fourrage qui impacterait la santé digestive et qui pourrait provoquer des douleurs chroniques, pas assez importantes pour être considérées comme coliques, mais assez importantes pour pouvoir dégrader la performance. Et il y a une étude notamment qui avait été faite sur des chevaux de course avant et après des traitements pour ulcères, où on se rendait compte que les chevaux étaient finalement plus performants après les traitements qu'avant. Donc, juste pour préciser, la question n'est vraiment pas de supprimer l'alimentation concentrée, mais vraiment de repenser la façon de nourrir les chevaux, que ce soit chevaux de loisirs ou chevaux de sport, pour vraiment mettre la priorité sur la mise à disposition des fourrages, afin de répondre vraiment aux besoins comportementaux et physiologiques et pas que aux besoins nutritionnels. Alors, par rapport à tout ça, finalement, quelle quantité de fourrage distribuer? Alors, si le cheval est en bon état corporel, l'idéal, on est d'accord, c'est d'avoir un apport de fourrage à volonté, que ce soit au pré, au paddock ou au box. On recommande d'avoir au moins 1,5% du poids en matière sèche, ce qui représente pour un cheval de 500 kg, 7,5 kg de matière sèche, soit 9 kg de foin pour 24 heures, sachant que vraiment, je vous conseille en base, plus que 1,5%, d'aller sur plutôt 2% du poids du cheval en matière sèche. On est sur quelque chose de plus équilibré avec 2%, sachant que même avec 2% du poids du cheval en matière sèche, il faudra au maximum chercher à avoir une bonne répartition temporelle.
Et encore une fois, des systèmes de slow feeding type filet à foin ou coffre à foin, comme le pace feeder ou le savvy feeder, ou des coffres à foin fabriqués maison aussi, peuvent aider à avoir une meilleure répartition temporelle. Il ne faut jamais oublier qu'au niveau du fourrage, la quantité et la répartition temporelle vont compter. Et bien sûr, on ne passera du coup jamais en dessous de 1% du poids du cheval en matière sèche, même pour les chevaux à fort besoin énergétique et même pour les chevaux en surpoids. Alors, cet aspect de remettre plus de fourrage, généralement c'est facile à dire, mais pas toujours facile à mettre en place. Donc on peut retenir finalement 3 objectifs. Ça va être de maximiser la part de fourrage dans l'alimentation, donc essayer d'augmenter les quantités de fourrage. Voilà. Alors forcément, quand on a 10 chevaux, c'est plus facile que quand on est sur des écuries de 150 ou 180 chevaux, ou quand on rajoute 1 kg de foin par jour, eh bien ça fait quasiment ça fait rajouter, si on a 150 chevaux dans l'écurie, 150 kg par jour. Donc du coup, les frais vont monter assez vite. Mais même s'il y a beaucoup de chevaux dans l'écurie, des solutions sont possibles. Donc notre premier objectif, du coup, augmenter la quantité. Le deuxième objectif, ça va être d'augmenter le temps d'ingestion, toujours penser quantité, répartition temporelle. Et le troisième objectif, ça va bien sûr être aussi la qualité du fourrage. Quelque chose auquel on pense pas assez souvent finalement, mais la qualité du fourrage va être très importante. Et par rapport à ça, la qualité de travail pendant la fauche, le séchage et le rangement va être extrêmement importante. Et la qualité aussi de stockage va rentrer en jeu. Donc, par rapport à ça, je vous propose quelques éléments de réflexion, notamment le fait de repenser les achats et le stockage. Vous remarquerez que sur les structures équestres, contrairement aux structures bovins, caprins, ovins, vous trouvez très très peu d'espace de stockage. Généralement, quand vous arrivez sur une écurie, vous avez une carrière, un manège, un marcheur, des prés, des box, et très très rarement, vous avez un hangar de stockage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut pénaliser une écurie, puisque finalement, quand on n'a pas de capacité de stockage, on est obligé d'acheter au fil de l'eau et on est complètement tributaire des prix du marché. Donc, l'idée de réfléchir à l'inverse et de se dire qu'on va chercher à avoir un lieu de stockage, ça va permettre d'anticiper et notamment de contractualiser. Qu'est-ce qu'on appelle la contractualisation? C'est le fait d'aller travailler directement avec des agriculteurs pour acheter une production qui n'est pas encore produite. On va mettre un contrat en place avec l'objectif que l'on souhaite en termes de quantité, si l'agriculteur peut nous le produire en totalité ou non. Et généralement, la contractualisation va avoir un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir discuter avec l'agriculteur de ce que vous souhaitez, en termes, par exemple, de qualité de végétation, de qualité nutritionnelle, etc. Bien sûr, il y a toujours le facteur météo qui va jouer sur la date de coupe, mais si l'agriculteur sait que vous cherchez plutôt un foin tardif ou un foin précoce, il pourra plus répondre à vos besoins si vous lui achetez une partie ou parfois la totalité de sa production. Si vous êtes en autoproduction, ça peut être intéressant aussi de réfléchir à son nombre de chevaux par rapport à sa surface disponible, surtout quand vous vous installez. Quand on s'installe, il vaut mieux commencer finalement réduire un petit peu la voilure à l'installation, se dire qu'on prend peut-être 1 ou 2 chevaux de moins que ce qu'on pensait au niveau de la pension pour ne pas se retrouver un petit peu avec le couteau sous la gorge au niveau des quantités de fourrage. Sur le fait d'aller rechercher aussi à mettre les bonnes quantités de fourrage, donc à augmenter, il y a un élément très très important, c'est de savoir ce qu'on donne. Du coup, pour savoir ce qu'on donne, il faut peser, parce que généralement, quand on ne regarde pas en termes de peser, on a du mal à estimer à l'œil la quantité de foin qu'on va mettre. Donc, vous pouvez utiliser par exemple un pesant de pêche ou un pèse-bagages pour aller vraiment voir les quantités distribuées par jour et les adapter. Et enfin, j'en ai déjà pas mal parlé, mais effectivement, les systèmes de distribution peuvent être vraiment très intéressants pour limiter les quantités gaspillées, puisque le cheval a tendance à gaspiller le foin quand il est lâché au sol, au box ou au paddock, au pré également si on a du foin en hiver ou au printemps. Donc, les systèmes de distribution, type fil à foin, coffre à foin, etc., vont être vraiment intéressants à la fois pour limiter les pertes et pour ralentir la vitesse d'ingestion et du coup augmenter le temps total d'ingestion. Alors, dans les éléments qu'on peut retrouver un petit peu contre le fait d'aller augmenter les quantités de fourrage, on va souvent trouver des réflexions autour du coût. Donc ça, je voulais
vous en parler, puisque effectivement, hein, on ne va pas se le cacher, acheter plus de fourrage, c'est clairement un surcoût. Mais c'est un surcoût dans un premier temps. Pourquoi dans un premier temps? Puisque quand on va augmenter les quantités de foin, on va abaisser le besoin en concentré, notamment quand on peut aller faire des analyses de fourrage et qu'on sait précisément les valeurs nutritionnelles de notre foin, par exemple, on va pouvoir abaisser les concentrés ou réorienter nos achats vers des concentrés plus adaptés à notre fourrage de base. On va aussi avoir généralement une baisse des frais vétérinaires. Pourquoi une baisse des frais vétérinaires? Puisqu'on observe en écurie, quand on va changer les systèmes en mettant plus de fourrage, on a clairement une baisse des problématiques de colique. On a aussi un élément non quantifiable qui va être le mieux-être du cheval, puisqu'on répond à un besoin fondamental, celui de s'alimenter quasiment en continu. Et on a aussi un élément semi-quantifiable, c'est la performance et la longévité. Je vous parlais tout à l'heure de la récurrence des coliques. Un cheval qui fait des coliques récurrentes, ce n'est pas un cheval qu'on peut emmener en concours quand il est mal, ou un cheval qu'on va opérer, c'est un cheval qu'on va devoir arrêter derrière. Donc, c'est une perte sur la performance et des fois aussi une perte sur la longévité du cheval. Donc, allez remettre des bonnes pratiques d'alimentation au niveau des fourrages va aussi permettre une meilleure longévité et souvent des meilleures performances. Alors, au niveau des fourrages, un autre élément qui peut rentrer en compte, ça va être les impacts du changement climatique. Et ça devrait nous pousser encore plus à aller réfléchir sur notre approvisionnement en fourrage, de se poser la question, voilà, de dire finalement, si je suis sur ma structure, est-ce que l'autosuffisance fourragère peut être une idée, une bonne solution, si bien sûr j'ai de la surface herbagère. Et clairement, par rapport à ce que je vous ai dit avant, dans les années à venir, et on parle finalement d'échelle à 10-15 ans, pas à 50 ans, vraiment à 10-15 ans, ça va être de plus en plus important d'aller sécuriser ces voies d'approvisionnement, d'avoir des capacités de stockage sur son site, que ce soit chez soi ou dans sa structure de pension ou dans son écurie de sport, pour pouvoir répondre aux besoins de nos chevaux tout en finalement en absorbant les aléas climatiques. Donc, autre petite précision sur les fourrages, donc on l'a dit, matière première essentielle pour tous, mais il y a quand même quelques petits points d'attention. Le premier point d'attention, c'est que la caractéristique de tous les fourrages, c'est leur variabilité. Vous prenez un foin A, un foin B et un foin C, vous n'aurez jamais la même composition. Ça va varier au niveau des apports énergétiques, des apports en glucides structuraux et non structuraux, au niveau des apports protéiques et en minéraux. L'autre point d'attention, c'est que les fourrages comblent beaucoup de besoins, mais pas tous. Donc, toujours se souvenir que pour construire un plan alimentaire, la première étape, c'est toujours d'avoir du fourrage en quantité adaptée. Pourquoi? Pour répondre aux besoins comportementaux et physiologiques. Et vraiment, si vous avez la possibilité, l'idéal serait d'aller chercher à adapter le fourrage par rapport aux besoins du cheval. C'est là que l'intérêt de l'analyse prend tout son sens. C'est que, bien sûr, vous ne vous orienterez pas sur le même foin pour un cheval de sport ou un cheval de loisir. Et si vous avez la possibilité d'adapter le fourrage par rapport aux besoins du cheval, vous vous trouvez après dans une situation où les achats de concentrés ou de compléments divers sont généralement fortement diminués. Donc alors finalement, pour bâtir notre plan alimentaire, déjà on a dit, première étape, avoir une quantité de fourrage adaptée. Ensuite, se poser la question, est-ce que l'apport énergétique est suffisant? Ça, c'est votre cheval qui va vous le dire, de par son état corporel. Si l'état corporel est tout à fait correct, vous pouvez vous dire que oui, l'apport énergétique est suffisant. Donc, vous avez toujours votre base de fourrage que vous devrez compléter ensuite en minéraux, éventuellement en vitamines et peut-être également en protéines. Donc là, c'est là que le nutritionniste peut rentrer en jeu. Finalement, tout le début, il n'y a pas besoin du nutritionniste. Le nutritionniste peut rentrer en compte vraiment à ce moment-là, au moment finalement de, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, si on veut. Une fois qu'on a le fourrage, on peut aller chercher à vraiment aller équilibrer l'alimentation au niveau protéique, minéraux et vitamines. Si l'apport énergétique, par contre, n'est pas suffisant, là, effectivement, il faudra augmenter les apports énergétiques. Donc, on gardera toujours notre fourrage en base et là, on pourra aller effectivement chercher à ajouter un concentré et encore une fois, si nécessaire, un AMB, c'est-à-dire un aliment complémentant en minéraux et en vitamines. Donc voilà, vraiment dites-vous que déjà quand vous avez votre quantité de fourrage adaptée, vous pouvez vous dire que vous avez fait 90% du chemin au niveau de l'alimentation de votre cheval. C'est-à-dire que vous respectez ses besoins comportementaux et physiologiques. Donc on va dire que la part la plus importante est faite et ensuite il reste à adapter des petits éléments, mais le principal est fait.
Voilà, donc pour finir sur cette partie sur les fourrages, donc juste pour vous rappeler que le fourrage sera la base de l'alimentation de tous les chevaux. Cette base, on le sait, elle n'a pas toujours été privilégiée dans nos systèmes, mais c'est vraiment essentiel aujourd'hui de la remettre au centre de nos préoccupations, pardon, et que du coup, l'épanouissement du cheval, donc son bien-être, va aussi passer par son alimentation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Angélique. Alors j'ai quelques questions, je vais en prendre quelques-unes. Après, on fera passer Fanny et on reviendra aux questions à la fin. J'ai deux questions qui se ressemblent un petit peu, en fait, notamment sur l'alimentation des vieux chevaux qui ont du mal à s'alimenter avec du fourrage. Donc, de donner des rations, c'est un petit peu pour compenser cette impossibilité finalement à donner du fourrage. Donc, la question, c'est de savoir quel apport conseiller dans ce cas-là. Et une autre question qui s'y rapproche, c'est pour des poneys allergiques à la fois à la paille, au foin. Comment faire pour que sur la journée, finalement, il y ait peu de temps de jeûne. Voilà, un petit peu deux questions qui se rapprochent, soit le vieux cheval, soit le cheval allergique. Est-ce qu'Angélique, tu peux nous répondre? Oui, alors du coup, pour le vieux cheval, donc le vieux cheval qui n'a plus de dents, donc de plus en plus se développe ce qu'on va appeler des bouchons de foin, donc des bouchons de foin à réhydrater. Donc c'est un système qui va permettre d'alimenter le cheval avec donc des fibres, juste on va avoir des fibres courtes, donc elles vont pouvoir être ingérées un petit peu plus rapidement. Donc là, tout l'enjeu finalement de gérer le cheval troisième ou quatrième âge, c'est d'arriver à trouver une organisation qui va permettre d'étaler au maximum son temps de consommation. Donc quand on a deux vieux chevaux dans un même pré, ça peut être un petit peu plus facile à gérer, puisqu'on va pouvoir laisser finalement ces pellets de foin réhydratés en libre service, ce qui va permettre d'avoir une alimentation qui va se rapprocher d'un cheval qui aurait mangé du foin. Ce qu'il faut penser aussi pour les chevaux âgés qui ont du mal à mastiquer, c'est que l'herbe va toujours être plus facilement masticable que le foin, ou l'enrubané, ou l'ensilage. Donc du coup, pour ces chevaux âgés, ça peut être intéressant, même en hiver, d'aller faire des petites parcelles, notamment avec le pâturage au fil, pour pouvoir leur permettre d'avoir une alimentation quasiment continue qui va être finalement renforcée par les pellets de foin à réhydrater. Alors, c'est sûr que c'est un coût, ça c'est aussi quelque chose à penser quand le cheval vieillit, c'est que l'alimentation peut devenir plus coûteuse parce que voilà, on a encore des pellets de foin qui sont peu encore développés sur le marché, même si ça commence à bien évoluer. On avait encore quelques questions pour Angélique. Est-ce que Axel, tu peux les poser? On les avait reçues par mail. Oui, j'ai une question sur l'alimentation. Quelle est la diversification de la nourriture du Shetland ou du cheval à l'état naturel? Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors au niveau de la diversification, donc en conditions libres, donc on va toujours parler en conditions libres, si le cheval a la possibilité de varier son alimentation, il va s'orienter vers plein de matières végétales différentes. Donc on peut citer tout ce qui va être les espèces herbacées, donc tout ce qui va être graminées, légumineuses. Il va aussi diversifier son menu avec des plantes, on va dire, diverses. On peut citer le plantain, le cumin des prés, tout ce qui va être aussi sur des écorces, il va consommer pas mal d'écorces au niveau des arbres. On retrouve aussi la consommation des feuilles des arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être fait en termes de diversification alimentaire pour les chevaux en écurie. Tout ce qui va être d'ajouter du frêne, du saule, etc. dans l'alimentation, c'est tout à fait possible. Et les chevaux en conditions libres vont le faire naturellement. Les chevaux vont aussi manger des plantes aquatiques. Donc si les chevaux sur des conditions libres vont retrouver des zones humides et vont retrouver des plantes aquatiques et vont aller les consommer. Donc à l'état naturel, en conditions libres, on a vraiment une très très grande diversification des végétaux consommés. Il faut voir que donc, sur une étude en Australie, cette étude avait chiffré sur à peu près plus de 50 espèces végétales différentes qui étaient mangées par jour. Ok, alors j'ai une question un petit peu liée qui m'a été posée. Et qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un cheval mange de la terre? Alors, il y a différentes choses pour le cheval qui mange de la terre. Donc, il faut bien différencier déjà le comportement normal du comportement anormal, c'est-à-dire que si le cheval mange de la terre très très régulièrement, ça peut vouloir dire qu'on a un manque sur les fourrages, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a des problématiques de douleur, que ce soit à l'estomac ou au niveau du gros intestin. Donc ça peut être des comportements qui peuvent être problématiques parce qu'ils sont la traduction d'un certain mal-être du cheval.
Après, le comportement de géophagie, c'est aussi un comportement naturel. Ça s'observe voilà, chez les chevaux qui vont aller manger, par exemple, de la terre en forêt. Ça s'observe souvent, des terres très riches en humus vont être consommées parce que le cheval, il trouve des éléments minéraux en quantité, ou il peut aller aussi s'intéresser à certaines pierres. Vous avez un photographe qui s'appelle Juan Aguilar qui photographie des Mustangs aux États-Unis. Vous pouvez trouver ces photos sur Facebook libre de droit. Et vous verrez, il y a certaines photos où on voit des Mustangs sur le bord d'un apic rocheux et on voit qu'il y a des zones de consommation au niveau de cet apic rocheux. Donc voilà, il y a des consommations de terre et de pierre, entre guillemets, qui sont normales et d'autres qui sont anormales. Pour le cheval en conditions domestiques, il faut toujours s'interroger en cas de consommation de terre, de se dire est-ce que mon alimentation est suffisamment pourvue en fourrage et est-ce que mes apports en minéraux sont corrects ou non. Ok, merci. Axel, est-ce que tu as encore des questions ou pas? Oui, j'ai une question sur comment gérer un cheval qui a besoin d'une alimentation très riche. Alors, donc sur un cheval qui a besoin d'une alimentation très riche, donc encore une fois, le premier élément qu'on va regarder, c'est le fourrage. Donc là, pour le fourrage, on va chercher à avoir un fourrage plutôt riche en matière nutritive. Donc si le cheval est au pâturage, on peut passer par exemple sur des techniques de pâturage type pâturage tournant dynamique, donc avec des temps de séjour très courts dans les parcelles, 24-48 heures, où on va du coup conserver un couvert feuillu et du coup riche en matière nutritive. Si le cheval est au foin, on va chercher à s'orienter au maximum sur un foin coupé tôt dans la saison, donc plutôt en début épiaison, et si possible sur un foin issu de prairies avec une végétation assez riche. Donc avec un bon équilibre aussi entre les graminées et les légumineuses et un bon équilibre au niveau de la terre pour avoir une bonne proportion en énergie et en protéines. Et ensuite, donc on va mettre ce foin-là à disposition généralement à volonté. Le foin à volonté, ça marche très bien, même pour les chevaux de sport, que ce soit des chevaux de sport, dressage, obstacle et même complet. Le cheval de complet vit très bien avec du foin à volonté. Donc, si le foin n'est pas suffisant à volonté, on va là par contre chercher à rajouter des quantités de concentré pour combler les besoins en énergie, protéines et minéraux, toujours en faisant attention aux apports en amidon, c'est-à-dire qu'on va chercher à se limiter sur 1 gramme d'amidon par kilo de cheval par repas et 2 grammes d'amidon par kilo de cheval par jour.